Good afternoon, Mr. Fernandez. Despite any other name. Yes, Tekashi 6ix9ine. Here's surveillance photos showing the seconds before a shooting at Barclays Center. He has a complex personality who is obsessed with succeeding no matter who or what stands in his way. The world literally hates waking up and seeing his face. I'm the most successful nigga in the fucking game. Why? Because I don't give a fuck and I tell everyone to suck my dick. Were you a member of any gang? Yes, sir. The 9 Trey Bloods. Only 2 things I'm scared of in life. God first and the FBI. Brooklyn rapper Tekashi 6ix9ine is in federal custody. I'll build my own fucking world. I want my world to look like it's on fire. Qu'on le veuille ou non, 6ix9ine a marqué une génération, et il est peu probable que l'on retrouve un rappeur sachant aussi bien communiquer sur les réseaux sociaux en étant toujours aussi confiant quoi qu'il arrive. Et là, c'est cette même confiance qui va l'amener à sa perte. En seulement 4 ans de carrière, il a tout traversé. Il est passé d'une des personnes les plus aimées par ses fans et aussi par l'industrie pour son côté troll qui permettait de créer une réelle animation dans le rap à la personne la plus détestée après avoir balancé devant le juge et surtout le fait qu'il soit devenu beaucoup moins divertissant qu'avant. Qui est 6ix9ine? Comment a-t-il pu se hisser au sommet du rap en quelques années de carrière? Comment a-t-il pu s'affilier à l'un des gangs les plus dangereux de New York? Et comment le procès de sa vie s'est-il déroulé? Est-ce que sa carrière est-elle finie? On va répondre à toutes ces questions dans le premier épisode du Purple Print dédié à 6ix9ine. Avant de devenir le personnage le plus controversé que l'on connaisse, Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de 6ix9ine, est né le 8 mai 1996 dans le quartier de Bushwick à New York et a eu une enfance plutôt normale, une enfance quasi similaire aux autres de son quartier, une dans la pauvreté et la discrimination. Sa mère est d'origine mexicaine tandis que son père est originaire de Puerto Rico, père qu'il n'a connu qu'à l'âge de 9 ans étant donné qu'il était accro à l'héroïne et qu'il était en prison, tout ça va faire qu'il va grandir sans lui. C'est donc son grand frère Oscar Hernandez ainsi que son beau-père Luis Nazario qui vont lui servir de figure paternelle. Les deux vont grandir dans une famille très croyante étant donné qu'ils seront élevés à travers l'église. De l'autre côté, Daniel va vivre dans une extrême pauvreté et se couchera souvent sans pouvoir manger le soir. Sa mère l'entendra tous les jours avec le ventre gargouillant. N'ayant pas d'argent pour se nourrir, ils en auront pas également pour se vêtir. Mais un jour sa mère va lui offrir une paire de chaussures qu'elle aura trouvées dans les poubelles. Daniel restera tout de même un enfant populaire, toujours là pour faire rire les autres. Un excellent joueur de football qui aurait pu signer dans un grand club à 13 ans. Chose que sa mère va refuser par peur de confier son enfant. Alors que tout semble bien se passer, un événement va changer la vie de Daniel lors de ses 13 ans. Son beau-père sera assassiné près de chez lui en pleine journée. Et ce sera quelque chose qui va énormément l'affecter. That made me rebel, you know what I'm saying? That made me angry. I don't want to be a superhero. I want to be like, I want to be a villain. The villains never die. Superheroes always die. Il ne va pas se doucher ni manger au point de perdre du poids et se rendra même en thérapie jusqu'à être hospitalisé pour dépression et PTSD, en gros des syndromes post-traumatiques. Celui qui avait pour habitude de toujours faire rire ses camarades de classe va devenir presque antisocial et se fera virer de son collège pour mauvais comportement. Toujours traumatisé par la perte de son beau-père, Daniel dormira dans le lit de sa mère et abandonnera ses études. Sa mère commençait à manquer d'argent pour les élever et lui ne se rendant plus à l'école, il va travailler en tant que serveur et également livreur pour une épicerie. Mais parfois ça ne suffisait plus et c'est à ce moment là que son grand frère et lui vont se décider à vendre de la drogue. Passant de plus en plus de temps avec son aîné dû à son nouveau travail, c'est ses premières influences musicales qui vont apparaître, étant donné que son frère était dans un groupe de métal et qu'il va de plus en plus s'intéresser à la musique. Et c'est lorsqu'il est en train de travailler dans une épicerie que l'envie de rapper va venir. C'est également au travail qu'il va connaître ses premiers problèmes avec la justice, quand il va se faire cramer par son boss en train de vendre de l'héroïne dans l'épicerie. Résultat, Daniel va le taper, se faire arrêter et être condamné pour vente de drogue et assaut. Il purgera sa peine dans la fameuse prison de Rikers Island. Encore mineur à cette époque, il réussit à s'en sortir et reprend sa vie en main et c'est donc aux alentours de 2014 qu'il va sortir plusieurs morceaux, tels que 6ix9ine, Pimpin ou encore Who the Fuck Is You, quasi tous supprimés de YouTube car il filmait des gens en train de prendre de l'héroïne. Il a donc décidé d'utiliser une autre chaîne, Fuck Them, pour sortir la quasi-totalité de ses clips. C'est une chaîne YouTube qui est basée en Slovaquie, ce qui signifie que la majorité de sa fanbase va se construire là-bas, à tel point que son premier show s'effectuera en Europe de l'Est. C'est de son père que naîtra le personnage de 6ix9ine, l'anti-héros. Alors petite parenthèse, faisons le parallèle avec Madara dans Naruto, Barbe Noire dans One Piece, ce sont des méchants, des ennemis et pourtant tout le monde les aime. Ces personnages, tout comme celui de 6ix9ine, dégagent une aura de liberté, ils sont tellement forts, tellement puissants, tellement intouchables que tout le monde veut goûter à ça. Et c'est comme ça que 6ix9ine va construire sa carrière en étant
méchant entre guillemets, en insultant tout le monde, provoquant tout le monde, en sachant très bien que personne ne pouvait rien faire car il était sous la protection des Bloods. Bref, on ferme la parenthèse. Tekashi vient d'un tatoueur de son quartier qui est accro à l'héroïne. Il est tombé dedans pour créer son monde, et c'est ce qui a inspiré le rappeur car il voulait prendre ce nom pour lui aussi à son tour créer son propre monde. Quant au 6ix9ine, c'est une façon de voir le monde d'une vision différente. Le personnage étant créé, le rappeur va multiplier les tatouages et les tenues provocantes pour se faire remarquer. N'ayant pas reçu d'amour lors de son enfance, il va toujours être à la recherche d'attention pour combler ce manque. Lorsqu'il atteint ses cheveux, il savait très bien qu'il allait faire réagir tout le monde, et étant donné que c'est le premier rappeur aux cheveux multicolores. De fil en aiguille, il va enchaîner les collaborations avec d'autres artistes de la scène new-yorkaise, dont Zilla Kami qui va lui offrir son premier gros morceau. Puis ce sera au tour de Trippie Redd avec le fameux Pulse 1469. Alors faut savoir que 6ix9ine n'a jamais été fan du rap, il n'a jamais voulu en faire et était plus dans le délire punk rock. C'est lorsqu'il va faire la rencontre de Sekou Billy, CEO de Treyway Records, qu'il va prendre un réel tournant. Le directeur ne va pas du tout apprécier sa musique, par contre ce sont ses clips qui vont retenir son attention. Il va donc miser sur lui et l'inviter dans son quartier pour tourner un clip. Et c'est là que Tekashi va se ramener avec un sac rempli de bandanas rouges. Et c'est cette décision qui va mettre 6ix9ine sur la carte. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hole with them Billy niggas and them Hoover. Tout au long de sa carrière, 6ix9ine a fait en sorte d'être détesté tout en étant aimé. Je m'explique. Détesté en clashant tout le monde, en passant de Chief Keef par Trippie Redd, puis The Game, majoritairement des gens catégorisés comme des gangsters, dans le but de prouver qu'il était encore plus fou qu'eux. Pas besoin de revenir sur tous ces clashs, on a déjà réalisé des vidéos à ce sujet. Mais si d'un côté 6ix9ine était détesté par les gens de l'industrie, le résultat était le même. Tout le divertissement était centralisé autour de sa personne. Les gens suivaient ces clashs avec attention pour essayer de savoir qui va répondre quoi, quand est-ce que ce fameux gangster va agir contre 6ix9ine. De l'autre côté, 6ix9ine sera plus qu'aimé, quelqu'un de provocateur, de drôle, qui semble n'avoir peur de rien et être intouchable. Vont s'enchaîner des bagarres, des fusillades, des tentatives de meurtre sur ses ennemis, notamment le cousin de Chief Keef. I got 30 pack on them right now, bro. 30 pack. Swear to God, I got 30 pack, bro. What's up, family? What's up, family? What's going on, family? Il va incarner le anti-héros parfait, sauf que la réalité va le rattraper. S'il pouvait se le permettre, c'est bien uniquement grâce à la protection que lui apportait son ancien manager, Kifano Jordan, plus connu sous le nom de Shorty, connu pour être tireur du gang des Nine Trey Bloods. Pour l'anecdote, chaque membre doit respecter le code des 31, ces 31 règles imposées par les United Blood Nation, dont l'une d'entre elles serait de payer $31 chaque mois pour financer la hiérarchie ainsi que la famille des membres en prison. Alors on va se faire un petit bond dans le futur. 6ix9ine va être kidnappé par Harv et Nuke. Essayez de retenir les noms, c'est super important pour la suite. C'est également par vengeance envers Shorty que cet événement aura lieu. Harv n'était pas content qu'un mec avec les cheveux arc-en-ciel les représente, ce qui va créer des tensions, donc ils vont se séparer de Shorty après une bagarre à l'aéroport de LA. Entre temps, le gang va être entre guillemets humilié avec l'incident de Houston avec J Prince Jr. Romonda va être libéré et devenir le boss de Shorty et de 6ix9ine. Il s'est probablement passé plusieurs choses en off pour en arriver là, mais c'est grosso modo tout ce qu'on sait publiquement. Et c'est ce qui aurait mené à son enlèvement. Sauf que tout a été filmé étant donné que le chauffeur de 6ix9ine était un indique du FBI. 6ix9ine par vengeance va offrir $50 000 pour quiconque irait faire quelque chose à Harv. Shorty, toujours loyal, va chercher les deux toute la nuit armés dans le quartier. Les problèmes vont recommencer lorsqu'il va soupçonner son équipe de détourner de l'argent. Whoever is booking shows for Tekashi 6ix9ine is stealing your fucking money. I fired everybody. I don't give a fuck who you used to see me with. They no longer around. Le FBI intercepte un appel de Mel Mourda. That's cool, but now he gotta get violated. Yeah, super violated. Super duper, so ain't too much he can really do unless he gonna run around with 100 armed securities all day. You know what I'm saying? He gonna get shot at pay. He ain't getting enough money for that. Et ils sont désormais au courant de la situation. Ils vont donc procéder à l'arrestation de tout le monde grâce à la loi RICO. And now for the news, Brooklyn rapper Tekashi 6ix9ine is in federal custody, facing racketeering and firearms charges. Maintenant, on va faire un petit résumé de ce procès. Déjà, qui est qui, c'est quoi la hiérarchie? On a Mel Mourda, donc le big boss, puis Romonda et en dessous Shorty, puis encore en dessous tout le reste, notamment Harv ou encore Kudabi, qu'on voyait danser dans les clips du rappeur. Ah oui, sans oublier Chris Cruz, un indique pour le FBI depuis 2013, qui fournissait de la drogue au gang, et ce qu'il faut retenir, c'est que ce mec a tellement balancé que sans lui, l'arrestation du gang n'aurait jamais été possible. 6ix9ine
6ix9ine risquait 40 ans de prison. Étant menacé à l'extérieur par les Bloods et en prison par des Crips, il va donc accepter de témoigner pour le FBI. Avec toutes les preuves et témoignages, toutes les personnes impliquées vont plaider coupables sauf Harv et Nuke. Ils vont tenter leur chance dans un procès. 6ix9ine va encore plus les balancer et ils vont chacun prendre 24 ans ferme. 6ix9ine s'en sortira grâce à ses témoignages. Plusieurs lettres seront faites par ses proches, des personnes influentes prouvant que malgré tout c'est une bonne personne qui donne énormément d'argent et qui aide les personnes les plus défavorisées. Les mois sont passés, la hype ne va faire qu'augmenter le temps que 6ix9ine soit officiellement libéré. Ce qui est remarquable, c'est que même après avoir balancé, 6ix9ine ne va pas perdre en popularité. Au contraire, ce retour sera ultra attendu, que ce soit par les gens qui l'aiment, qui souhaitent avoir de ses nouvelles, mais aussi par les gens qui le détestent, qui veulent malgré tout des explications. Et c'est lors d'un live Instagram qui atteindra les 2 millions de viewers que 6ix9ine fera son retour. I ratted. But who was I supposed to be loyal to? If you can't be loyal to me out here in the free world, and you fucking my baby mom, and while I'm out on tour making money for all of us, you back at home sleep with my baby mom, then I get kidnapped, then you try to kill me. Le temps passe, 6ix9ine va sortir son morceau Gooba qui va exploser tous les records. Et tout semble bien se passer pour le rappeur. Sauf qu'encore une fois, la réalité va le rattraper. Bien que le fait de balancer puisse être accepté dans différents pays, quand il s'agit des États-Unis, c'est inacceptable. Et ça va à l'encontre des valeurs du rap, peu importe les raisons qui ont poussé à balancer. Il faut partir du principe que si tu te fais arrêter, tu dois assumer ce qui t'arrive et pas essayer de te dédouaner. Tout ça va amener un réel boycott médiatique de 6ix9ine. Et ce qui va faire le plus de mal à sa carrière. Celui qui misait tout sur le cloud et le repose de ses conneries va perdre cette valeur étant donné qu'aucun gros média ne voudra relayer son actualité, mis à part son ami Akademiks. Après Gooba et Trolls qui a performé notamment grâce à Nicki Minaj, ça va être la chute aux enfers pour le rappeur. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais les ventes de son album à sa sortie de prison vont être catastrophiques. Sans playlisting, sans relais médiatique, certains ne seront même pas au courant de la sortie du projet, tandis que ceux qui sont au courant ne vont pas hésiter à mettre en avant la qualité médiocre du projet. Prêt à tout pour obtenir à nouveau de l'attention, 6ix9ine va retomber dans ses vieux démons, que ce soit via des vidéos Instagram où il se plaint du boycott, des vidéos où il s'attaque encore une fois à des rappeurs de Chicago. Plus le temps passe, plus ses frasques sur Instagram sont de moins en moins amusantes, ses fans se retournent contre lui. Au même moment, il va continuer d'entretenir les bifs, que ce soit avec Meek Mill, ou bien avec d'autres artistes de Chicago. Yo, you think King Von thirsty? I think King Von thirsty. Look, yo, drink that. I'ma pee on you, nigga. When you shitted on yourself, you didn't pull that out. Man, I don't want to hear that shit, You shitted on yourself, you didn't pull that out. Hey, you too internet, bro. Yo, Gonna die. Yo, listen, you haven't killed nobody. You gonna die. You gonna nobody fucking die. On a déjà dû le dire, mais que ce soit dans sa communication ou bien dans sa musique, rien n'a changé ou évolué. Il se revendique toujours comme étant le roi du monde, qu'il est intouchable, ce qui en soi est le cas, mais sachant que sa street crédibilité a disparu, et bien ça n'a plus la même valeur. Sa carrière, quoi qu'il arrive, ne risque pas de s'arrêter là, étant donné qu'il est toujours sous obligation contractuelle. Alors qu'il était en prison, le rappeur a signé un contrat de 10 millions de dollars pour 2 albums, dont un en espagnol. Mais 6ix9ine a prouvé à de nombreuses personnes qu'elles avaient souvent tort. Par exemple, ceux qui prétendaient qu'il ne pourrait plus faire de show aux USA. Le rappeur s'est même permis de se jeter dans la foule avec 2 millions de dollars de bijoux sur lui sans que personne ne fasse rien à part voler sa casquette qui sera revendue à plus de 10 000 dollars sur eBay. Le rappeur est depuis devenu plus discret sur les réseaux, même si on peut toujours le retrouver dans les commentaires en train de vanner ses ennemis de Chicago. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode du Purple Print dédié à 6ix9ine. C'est le nom qu'on a décidé de donner à nos formats Focus. Si l'épisode vous a plu, vous connaissez, abonnez-vous, petit like et dites-nous ce que vous voyez sur la suite de la carrière de 6ix9ine en commentaire. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, on se capte très vite pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, peace. Ma copine veut une photo.